Bienvenue à cette quatrième et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci à vous qui nous suivez à travers les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. J'ai sur ce plateau les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Mettre en œuvre les recommandations de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes et créer les conditions favorables à la réconciliation et à l'unité nationale, à la cohésion, telle était la mission assignée au HCROUN au Conseil pour la réconciliation nationale à sa création en 2015. En fin de mandat, l'institution a remis son rapport général 2016 à 2021 au chef de l'État. C'était le 19 avril dernier. Que retenir de ce rapport et quel bilan dresser? Le sujet est enrôlé pour la présente convocation et à la barre ce matin. Jérôme Compaoré, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Monsieur Compaoré est rapporteur général au HCROUN. Comme je l'ai dit, une fois de plus, merci d'avoir accepté notre convocation. Avec vous, nous allons parler du travail abattu pendant ces 5 ans par le HCROUN. Mais avant, nous allons comme d'habitude ouvrir cette émission par la première fenêtre, les avant-propos. Juge Bougma, nous sommes à vous. Mon avant-propos va concerner un pan de l'histoire de la France qui a été célébré hier, le bicentenaire de la disparition de Napoléon Bonaparte. Ça a été l'occasion d'un discours du président français Emmanuel Macron à la France, avec dépôt de gerbes sur la tombe donc de Bonaparte. Quand on parle de Bonaparte, c'est lointain. Moi, donc c'est pas forcément de Bonaparte et tout, parce qu'il a plusieurs facettes. Pour certains, c'est un tyran, stratège militaire, homme de génie, esclavagiste et tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, il y a, en fonction de qui présente, il y a forcément une facette de l'homme. Mais ce n'est pas tant toutes ces facettes qui m'intéressent, mais c'est surtout le symbole que révèle la cérémonie d'hier, la cérémonie d'hier, la commémoration d'hier, parce que c'est un symbole de la France qui a été effectivement célébré. C'est aussi une partie de la mémoire de cette France-là qui effectivement qui a été célébrée. L'homme a des citations qui ont longuement effectivement qu'on a pris à l'école, qui continuent d'impacter l'humanité. Mais on se souvient également de la célèbre bataille de Waterloo et tout et tout. Mais j'ai dit, mais ce qui est important ici, c'est que c'est cette France qui célèbre un de ses héros, et ce n'est pas sa première fois, et les grandes nations célèbrent leurs héros. Nous, on n'est pas encore à ce stade-là. Regardons les monuments qui sont en ville. Quel est le monument qui nous parle en lien avec notre histoire lointaine ou récente? Le mémorial Thomas Sankara vient d'être... il y a la statue qui est là-bas, mais c'est controversé, il y a beaucoup de bruit autour. C'est comme s'il n'a pas été président. En dehors de cela, à Bobo, c'est vrai, il y a d'autres monuments, mais on ne les célèbre pas comme ça, comme je vois. Donc, alors que je pense, de mon point de vue, que notre État devrait à un moment donné pouvoir trouver un temps pour faire connaître ces hommes-là, les célébrer, pour que effectivement la jeune génération puisse voir qu'il y a un certain nombre de choses liées à ça, liées à cela. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Parce que nos héros contemporains, à partir de la période coloniale jusqu'à maintenant, je dis bien, se sont divisés d'abord entre eux sur des questions politiques, sur des questions idéologiques par rapport à la vision, sur les questions de leadership. Et cela a impacté également ceux qui ont eu le temps de former ou de forger. Donc ils ont inculqué également à une bonne génération leur querelle d'hier, et même la vie politique burkinabé, c'est cela. Mais avant eux, il y a aussi des gens qui avaient marqué la Haute-Volta devenue Burkina Faso. Dans la révolte du Bani Volta, il y a eu des héros. On n'en parle pas. Norbert Zongo en a parlé dans Roubenga, et puis on est passé à autre chose. Donc, je fonde l'espoir sur la base du fait que le chef de l'État ait commis des historiens pour écrire la vraie histoire du Burkina, qu'on arrivera un jour à ça. On a des places symboliques et historiques, on a des hommes symboliques et historiques qui peuvent contribuer à forger, à impacter la jeune génération. Donc mon avant-propos, c'est un plaidoyer dans ce sens. Merci pour ce plaidoyer. Juge Vaha, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oui,
Oui, merci Président. Ce qui a retenu mon attention, c'est le Conseil des ministres et un point qui, pour moi, mérite qu'on s'y arrête, c'est la question des déplacés internes, qui, du fait des récentes attaques, connaît une recrudescence. Plus de 18 000, c'est ce qui est ressorti. Et on parle de quoi? 10 225 personnes pour ce qui est du Nord, le Sahel 3 252, et puis pour l'Est 4 447 personnes. C'est vrai que Madame la ministre Ilboudo Marshall s'est satisfaite de ce que donc la mesure d'urgence prise a pu être bien menée, donc accueillir et loger les déplacés. Mais à la vérité et au regard des reportages que nous avons pu faire, c'est que même dans les sites où ces déplacés-là sont logés, la vie n'est pas simple, et puis les conditions aussi sont très dures. Et ma foi, on comprend qu'on est dans un contexte qui est très difficile et que c'est pas par un claquement de doigts qu'on fait revenir la paix, et que on va dire comme ça, c'est un combat de tous les jours. Mais il faut reconnaître que avec les attaques de ces derniers temps, on a l'impression d'une pression plus accrue et donc forcément de déplacer, parce que ce qui déplace les gens, c'est la peur. On n'attend pas qu'on vienne vous décimer. Et si vous savez que il y a 3 ou 4 villages voisins, les gens sont en train de déjà venir, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de les accueillir avant de vous décider. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et puis il y a ces vidéos, j'en faisais un avant-propos hier, où on se rend compte que c'est ce qu'on dit souvent, homme non identifié, ceux qui attaquent et tout, terroristes on dira comme ça, sont dans un genre de dynamique de charme auprès des populations. Ils viennent avec des motos, ils discutent avec elles, on n'a rien contre vous, c'est contre les forces de défense et de sécurité, on est là pour vous, c'est ceci, c'est cela. Mais ailleurs, c'est des nombres de morts qu'on compte. On a vu le communiqué qui a été fait récemment, et je m'en vais aussi rappeler un peu le regard qui a été celui du chef de file de l'opposition politique sur les 100 jours du deuxième pouvoir de Roch sur la question sécuritaire. La grande question, c'est: sommes-nous en train de perdre l'Est? C'est la question qui était en train d'être posée. Mais je dis, il y a une réponse peut-être qui doit être donnée. C'est vrai que en la matière, on a envie d'entendre autre chose, on a envie que les choses aillent de l'avant, qu'on entende moins la question des déplacés, et que sur le terrain on sent nos forces en train d'inverser la tendance et d'avancer. Mais pour l'instant, on est à gérer nos meurtrissures, on est à gérer cette tristesse-là de voir que des Burkinabés sont toujours obligés de fuir, et ça c'est implacable et c'est la réalité. Donc ça doit être pris à bras le corps. Je sais qu'ils y travaillent à trouver des solutions, mais on a un terrorisme qui est en train de gagner du terrain. Ça, c'est une réalité, et je pense que les vidéos qu'on est en train de voir ne nous rassurent pas tant que ça. Il faut se secouer, c'est ce que je pense. Il ne faut pas s'asseoir et dire que bon, ça va, et bon, on est en train de faire ceci, on est en train de faire cela. Il faut se bousculer, parce qu'ils sont en train de changer de tactique. D'accord. Merci pour ces clés de lecture. Nous allons également dire merci à l'équipe technique qui vous permet de nous suivre en direct et en simultané sur True TV et Watt FM. Comme je le disais, pour ceux qui nous prennent en marche, Jérôme Compaoré est notre convoqué du jour. Il est rapporteur général au HCROUN, au Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Nous allons parler du rapport général 2016-2021 qui a été remis au chef de l'État. En tout cas, le travail qui a été abattu pour qu'on puisse arriver à une réconciliation nationale. Peut-être première question, pour qu'on puisse avoir peut-être les mêmes clés de lecture. Alors, quel a été le mode opératoire du HCROUN durant ces 5 ans-là? Concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que c'est un travail de recensement des dossiers? Est-ce qu'il y a eu des auditions? Finalement, qu'est-ce qui a été fait concrètement pendant ces 5 ans, M. Compaoré? Merci. Merci de la convocation. Alors, qu'est-ce qui a été fait pendant ces 5 ans? Je dirais pour commencer que, et vous l'avez rappelé en off, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a été créé pour prendre en charge les recommandations qui ont été faites par la CRNR. En gros, qu'est-ce que la CRNR a recommandé? Déjà, de traiter des dossiers. C'est écrit dans les journaux, c'était 5065 dossiers. Et cela, dans la loi, il est dit que le HCROUN doit traiter ces 5065 dossiers, mais pas seulement, mais également les dossiers qu'il aura réceptionnés par lui-même durant son mandat. Donc c'est
vous voulez, ces 2 lots de dossiers qui ont été traités durant ces 5 ans. Vous m'avez dit comment? Évidemment, 5065 dossiers, c'est bien, mais quand on les éclate, ça fait plus de 20 000 dossiers individuels. Il a fallu d'abord, dans un premier temps, classer ces dossiers par événement générateur. Cela permet d'aller plus vite au lieu de recenser un dossier jusqu'au 20 millième. Vous comprenez que ça c'est très difficile, mais par événement. Alors si vous classez par événement, oui. Quel type de dossier on a finalement? On a par exemple les crimes de sang, les crimes économiques et un plus grand lot d'insatisfaits au niveau de la gestion des dossiers de certains fonctionnaires. Mais il y a également le dossier des déflatés. Les déflatés, ça il faut que j'éclate pour qu'on comprenne ce que c'est. Les déflatés, ce sont ceux qui avaient travaillé dans 42 institutions et qui ont été remerciés à la faveur du PAS, le programme d'ajustement structurel dans les années 90. De mémoire, comme ça, je peux vous dire qu'il y a 7275 dossiers qui les concernent, individuels. Vous voyez, donc il faut classer tout ça par événement générateur. D'accord. Juge Bourma. D'accord, mais il y a les crimes économiques dont on parle peu. Oui. Et donc, les dossiers emblématiques de la République, on parle de crimes économiques, mais on ne connaît même pas le nom de ces dossiers. Alors que quand on parle de crimes de sang, rapidement, on connaît le dossier Norbert Zongo, le dossier Thomas Sankara, le dossier d'Abou Boukari, Clément Oumarou, puis j'en oublie. Mais quand on parle de crimes économiques, là, il y a moins de précision. Alors, nous voudrions avoir des précisions par rapport à ces crimes économiques-là. Bien, les précisions, je veux dire, ce n'est pas ce qui a, à mon avis, le plus important de dire un tel a commis un crime économique. Mais il faut juste savoir qu'il y a des gens qui, dans leur fonction, ont mal servi, par exemple, l'État. Ils ont mal servi l'État. Il y a eu des disparitions de fonds, indûment d'ailleurs, et ça, c'est un crime. Lorsqu'on sert la nation, on ne se sert pas soi-même. Et quand vous déviez de ce chemin-là, vous commettez un crime. Et ces crimes économiques valent combien? Là, il y a également plusieurs, on va dire plusieurs centaines, ça dépend. Voilà. D'accord. Alors, on parle de plus de 5000 dossiers et oui. Quand on éclate, on se retrouve avec plus de 20 000 dossiers individuels. Oui. Finalement, on est tenté de se demander si les 5 ans et les moyens ont suffi pour réellement épulcher ces dossiers-là. Alors, pour tout vous dire, on me pose souvent la question, quels sont les dossiers qui ont été étudiés? Mais, il faut d'abord se demander, l'étude consiste en quoi? Ne serait-ce que les classer, c'est déjà un début d'étude. Et à ce titre-là, on peut dire que tous les dossiers, quand même, il n'y en a pas qui sont restés au fond du tiroir. On les a sortis, on les a classés, c'est un début de traitement. Mais combien sont traités? Là est peut-être la question. Sur les 20 000, je peux vous dire comme ça de mémoire qu'il y a environ 10 060 dossiers dont l'instruction est achevée. Voilà. Là, ce que je peux vous dire. Et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour pouvoir connaître de ces dossiers et les traiter? Oui. Actuellement, il y a près de 600 dossiers qui sont sur la table, en dehors des 10 000 et quelques dont je viens de parler. Les 600 là concernent notamment les entreprises sinistrées. Dossiers qui sont portés par la Chambre de commerce et d'industrie et d'artisanat. Il y en a 155. Il y a également les dossiers liés au foncier. Il y en a 471. Ces dossiers-là, les 471 et les 155 sont actuellement sur la table. D'accord. Alors, théoriquement, vous êtes en fin de mandat. Le H-Cron a fait son bilan, j'allais dire. Finalement, qu'est-ce qu'il faut? Une prolongation pour pouvoir terminer ces dossiers. Est-ce qu'il y a eu des recommandations dans ce sens-là? Bon, je dois d'abord vous dire, c'est bien que vous ayez dit, vous êtes à la fin d'un mandat. Parce qu'il y en a qui nous posent indistinctement la question, vous êtes à la fin de la mission. C'est pas pareil. Qu'est-ce que c'est qu'une mission? Une mission se fixe des objectifs. Et vous l'avez rappelé. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en disant,
le H-Crew a pour mission de faire ceci, ceci, ceci. Est-ce que c'est terminé? Non, la mission n'est pas achevée, mais le mandat si. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler d'ailleurs de performance. Parce qu'un mandat, c'est un peu comme un CDD, un contrat à durée déterminée, 5 ans. Et quand les 5 ans arrivent à terme, eh bien, le mandat est terminé, mais ça ne coïncide pas forcément avec la fin de la mission. Parce que si on était performant, la mission pourrait, par extraordinaire, se terminer même avant le mandat. Si on avait pu évacuer les 5065 dossiers, les 20 000 dossiers en 3 ans, la mission serait terminée avant le terme même du mandat. Mais ça n'est pas le cas, puisque je vous dis qu'il y en a qui sont encore sur la table. D'accord. Juge Var. Oui. Et quand on suit, parce qu'on avait le rapport quand même depuis plusieurs heures, quand on lit le rapport, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes. Mais moi, ce qui m'importe ici, c'est de savoir quelle est la méthodologie de travail, même notamment du H-Crew. Parce que les dossiers qu'on vous envoie, souvent, c'est des dossiers singuliers de par leur caractère compliqué. On dirait ça comme ça. Donc, il faut d'abord savoir par quel bout même attraper les choses. Quelle est la méthode du travail du H-Crew? Parce que souvent aussi ça paraît incompris. Hein. Tout à fait. Vous avez raison, parce qu'il y a au H-Crew, il y a un premier vice-président et un second vice-président, et ils ont des fonctions différentes. Dans la première commission, c'est la commission d'études et d'orientation. C'est-à-dire que tous les dossiers sont confiés à cette commission-là, qui en fait les investigations avec des personnes ressources. Et lorsque l'investigation d'un dossier est achevée, eh bien ce dossier est transmis à la seconde commission, qui est chargée des réparations. Donc s'il faut, par exemple, vous avez vu par exemple pour les femmes de l'Egmalogo, pour les militaires radiés, quand l'instruction est terminée, et en quoi a consisté l'instruction par exemple des militaires? On n'a pas dit, bon, comme ça, voilà. Non, il a fallu entendre toutes les parties concernées par l'insurrection de 2011, c'est-à-dire les autorités militaires, les autorités de la police, et demander aussi, voilà, comment eux-mêmes déjà avaient traité, puisque ça s'est passé avant le H-Crew. Ça n'avait pas été mis comme ça au tiroir, ils l'ont traité. La justice militaire a traité de ces dossiers-là. Mais ça nous est revenu. Mais donc, l'investigation a consisté à aller vers ces autorités-là pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et lorsque tout a été bien compris, on a passé ce dossier à la seconde commission, qui est la commission de réhabilitation, d'indemnisation et de réinsertion sociale. Voilà. D'accord. Juge Bourma. Oui, M. Compaoré a dit qu'il y a 10 000 dossiers instruits. Oui. Alors, je vais savoir par instruire vidéo ou en instruction devant le juge, quoi. Non, oui. Là, je suis devant le juge. Il faut effectivement que les mots soient compris, voilà, de la même façon. Ça veut dire que sur ces dossiers-là, le H-Crew n'a plus d'instruction à faire. La mission là-bas, c'est terminé. Là-bas, c'est terminé. Bon, je reste sur le même exemple là, des militaires ou de femmes de l'Egmalogo. Quand on a instruit, nous sommes allés à Bobo pour rencontrer les autorités, pour comprendre pourquoi le marché de l'Egmalogo, pourquoi il y a des problèmes. Et quand on a eu compris, eh bien, on a dit il n'y a plus d'instructions, nous faisons des recommandations. Et la recommandation, c'était de faire en sorte que ces femmes-là soient indemnisées. Et c'est ce qui a été fait. D'accord. Pour le dossier qui a cristallisé aussi, qui a marqué votre mission, c'est la gestion du dossier des militaires et des policiers radiés. Oui. On a vu, après, il y a eu d'autres disent c'est réglé, d'autres disent c'est pas réglé. Il y en a qui disent qu'ils prennent pas l'argent. Finalement, tout le monde est passé à la caisse, tout est réglé. Est-ce que tout est fini avec... Merci de cette question, effectivement, puisque la question concernant les militaires radiés et les fonctionnaires de police révoqués, eh bien, c'est dans l'air du temps. Mais du côté du H-Crew, c'est un dossier clos. Parce que les instructions étant achevées, les recommandations ont été transmises à qui de droit, et ce qu'il fallait donner aux bénéficiaires. Mais attention, il faut que je précise une chose. C'était une insurrection. Est-ce que l'insurrection est une bonne chose? Moi, je réponds non.
Il y en a qui ont dit, ben voilà, si c'est pas une bonne chose, comment se fait-il qu'on leur donne de l'argent? Nous avons dit, c'est une aide spéciale. Une aide spéciale. Parce que parmi eux, il y en a qui ont été jugés par le tribunal militaire et condamnés. Et il y a des choses qu'on ne dit pas suffisamment. Il y a par exemple les femmes qui ont été violées. Est-ce qu'une femme violée, voyant qu'on remet, je sais pas, ne serait-ce que 1 million à son violeur, ne va pas se poser des questions? Ça, c'est les grandes oubliées. Donc, dans ce rapport, nous avons dit qu'il faut une attention spéciale pour ces femmes-là en particulier et pour d'autres aussi. Elles se sont ouvertes à vous dans le cadre de votre mission? Voilà. Non, je pose une question. Non, mais déjà dans le cadre du jugement du tribunal militaire. Voilà. Et c'est vrai aussi, il faut le dire, parce que chez nous, c'est la vérité d'abord. Il faut le dire, parmi ces militaires-là, peut-être que tous ne sont pas fautifs, mais il y en a qui ont leur nom sur la liste de ceux qui devaient être envoyés. Et ça, dans l'investigation, on n'a pas réussi à démontrer qu'ils ne l'étaient pas. Mais nous disons, dans la philosophie de la réconciliation nationale, ce sont des enfants du Burkina. On ne va pas les laisser sur la rue, il faut les récupérer, sinon d'autres vont les récupérer peut-être aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Peut-être revenir sur cette question. Vous dites que vous avez fait des recommandations aussi à qui des droits sur ce dossier-là. Est-ce qu'on peut avoir une de ces recommandations en plus de ce qui a été donné comme argent? Les recommandations, justement, c'est ce qui a été mis en œuvre. Quand ça a été terminé, nous avons recommandé non pas de les indemniser parce qu'on n'indemnise pas des gens qui sont allés à tirer en l'air, etc., hors de la discipline militaire. Mais, je vous ai dit, dans la philosophie de réconciliation, qui est la charge du Ashkroun, on a dit ces enfants de la République-là, au lieu de les laisser, on peut les récupérer d'une certaine façon. Et qu'est-ce qu'on a recommandé? Sans forcer personne, on a fait la recommandation suivante. Non seulement vous avez dit tout à l'heure que tout le monde est passé à la caisse, mais après être passé à la caisse, on leur a dit la chose suivante. Dans notre recommandation, puisque vous n'êtes plus ni policier ni militaire et qu'on ne veut pas vous laisser dans la rue, il faut qu'on vous trouve un travail, un métier. Êtes-vous d'accord pour une formation? Il y en a qui ont répondu. Ils sont plus de 300 à répondre oui. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit quel métier? Parce que c'est pédagogique, on ne peut pas forcer quelqu'un à être journaliste alors qu'il n'a pas le certificat d'études ou autre chose. Quel métier voulez-vous faire? Eh bien, il y en a eu une vingtaine, le choix. Une vingtaine de métiers qui va de l'élevage en passant par la menuiserie, la réparation des portables, etc. C'était une recommandation qui a été mise en œuvre. Dans ce rapport, vous verrez même des photos de remise de diplômes, c'est-à-dire des militaires qui se sont portés volontaires pour avoir une formation, notamment ceux qui la photo que vous avez ici, d'un militaire qui reçoit son certificat de formation, c'est des gens qui ont choisi de conduire des engins lourds. Et ils ont fini la formation. D'autres ont fait de l'élevage, d'autres de la boulangerie. Vous voyez, c'est comme ça. Nos recommandations, c'était ça. Et le gouvernement a entériné ça et donné l'argent nécessaire pour qu'ils aillent en formation. Et actuellement, ils sont en train de recevoir leur certificat de fin de formation. Ils vont se réinsérer dans la société. Et c'est ça l'objectif du Peut-être pour rester sur la même problématique, vous parlez des policiers et militaires adiés. Oui. Vous avez dit qu'il y a eu une aide financière qui a été apportée à ces derniers. Là, on parle de réparation ou d'indemnisation. Est-ce à dire que ces dossiers-là sont définitivement vidés et qu'ils ne seront plus pris en compte dans le processus engagé par le ministre Zéphirin Dabré? Pour le Ashkroun, ce dossier est clos. Voilà. Là, ça dépendra de la suite qui va être donnée par le ministère en charge de la réconciliation nationale. Je ne sais pas si le ministère va donner une suite, je ne sais pas. D'accord. Voilà. Juge Bourgman, va plutôt. Moi, j'ai sous la main encore le document et je vois que si on veut regarder un peu, la plupart des dossiers qui vous viennent ont des typologies bien différentes. Vous évitez par exemple des dossiers qui sont très vieux. Quand je prends par exemple celui que j'ai sous la main, celui des Cuba, des étudiants de Cuba, leur retour ça date pas d'aujourd'hui.
Nous, on a reçu d'anciens étudiants de Cuba sur ce plateau-là qui parlaient un peu de leur calvaire, enfin du calvaire de certains. Et quand vous les regardez, l'âge aussi, ça interpelle. N'est-ce pas? Et donc, quand vous le prenez aujourd'hui, ce type de dossier, où est-ce que vous en êtes? Vous l'avez traité comment? Parce que nous avons eu la chance au Ashkroun que, concernant ce dossier, que le président du Ashkroun lui-même était le ministre des Affaires étrangères à cette époque-là. D'accord. Donc, ces enfants que vous voyez sur la photo, il les a vus là-bas à Cuba. Donc, c'est un dossier qui lui tenait particulièrement à cœur aussi. Comme cela tient à cœur à tous les Burkinabés de bonne volonté. Ce ne sont pas des adultes qui ont été envoyés à Cuba. Ce sont des enfants, après le certificat d'études, sont des jeunes adolescents à qui on dit, vous allez, la Haute Volta d'antan a besoin que vous alliez vous former à Cuba pour revenir servir votre pays. Or, entre-temps, évidemment, les choses ont changé politiquement. Il y a eu l'assassinat de celui qui les a envoyés, le président Sankara. Et quand ils sont revenus, il y a eu un problème. Il y en a qui étaient compétents. Malheureusement, les diplômes qu'ils ont rapportés n'ont pas été reconnus. Donc, c'était difficile de les insérer. Il y a eu deux groupes. Il y a ceux quand même qui, malgré tout, sont allés à la fonction publique, mais qui s'inséraient difficilement d'un point de vue salaire, d'un point de vue par rapport aux autres dont les diplômes sont connus. Ce qui était en cause, ce n'était pas ni leur dextérité, ni leur compétence, mais juste la reconnaissance de leurs documents de formation. Cela a été fait maintenant. Mais comme vous le dites, ça a été fait alors qu'ils ont quel âge actuellement? Il y a beaucoup qui, si on veut bien comprendre, c'est la retraite. Hein. Vous reconnaissez l'équivalence de vos diplômes alors que vous ne pouvez même pas vraiment les faire valoir parce que vous êtes déjà d'un âge très avancé et tout. Je dis pour eux, quelles sont les perspectives? Parce qu'ils sont venus vers vous quand même. Oui, mais cela dit, le mérite de revoir ce dossier, c'est de faire en sorte que, au moins, leurs compétences soient reconnues, que les diplômes soient reconnus, ce qui est fait actuellement. Il y a déjà ça. Donc, au niveau de la fonction publique, ceux qui sont engagés, s'ils veulent faire une révision de leur, de leur statut, eh bien, cela peut être fait. Mais jusqu'alors, c'était un blocage complet. Oui, et ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, d'avoir été à la fonction publique, le diplôme est enfin reconnu, vous ne pouvez plus être inséré à la fonction publique. D'ailleurs, vous n'y étiez même pas. Alors, qu'est-ce que la nation a prévu également pour là aussi, ce lot-là? Pour ce lot-là, nous avons dit, écoutez, revoyez ceux qui étaient dans d'autres pays à la même époque dont les diplômes ont été reconnus. Peut-être qu'ils étaient dans les mêmes classes, avant qu'ils n'aillent en France et eux à Cuba, avant qu'ils n'aillent en Russie ou eux à Cuba. Comment on les a traités? Essayons de voir, avec la magnanimité qui sied, comment on peut réparer ce qui peut encore l'être. Voilà. J'ai l'impression qu'on a, c'est-à-dire à nos questions, on a des questions à la fin. Parce qu'on se disait qu'avec le Ashkroun, quand ils finissent d'élaguer les dossiers, il y a des propositions concrètes qui sont faites les concernant. Parce qu'on les appelle les orphelins de Sankara. Oui. Mais moi je dis c'est à tort. Si on s'amuse, ce serait les orphelins de la République. Parce que pour moi, c'est pas un homme qui les y a amenés. C'est quelqu'un qui a fait un rêve, mais c'est pour un pays, le Burkina. 600 personnes qui sont allées, qui sont revenues, qui ont été traitées comme ça, ça risque d'être des oubliés de la République. Et ça, ailleurs, le débat peut être celui d'une indemnisation parce que c'est des vies. Il ne faudrait pas qu'on ne pèse pas le mot là-dessus, parce que quand on les a reçus ici, c'est ça la réalité. Je me dis que quand le Ashkroun prend le dossier comme ça, peut-être c'est peut-être sur certains chantiers de ce type-là qu'on s'est lancé, mais on s'est dit bon, en face, il a dit ah non, c'est pas possible. C'est de ça que moi je veux. C'est ce que je veux entendre. D'accord. Oui, ça c'est ce que vous voulez entendre. Mais vous avez parfaitement raison quand vous dites que c'est les oubliés de la République. Mais il faut quand même reconnaître que le fait de remettre sur la table leur dossier montre qu'on ne les a pas oubliés. Le fait que je vous dise que la recommandation est de faire en sorte que ce qui peut être encore fait pour eux le soit. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, c'est ça. Est-ce que quand je dis
connaissez, il y en a qui, comme vous dites, sont encore presque à la retraite. Est-ce qu'on peut encore les engager à la fonction publique? C'est non. Vous parlez d'indemnisation. Bon, si cela peut être fait, eh bien, c'est une recommandation qui est acceptable. Voilà, c'est sûr. Non, nous n'avons pas demandé quelque chose de précis, bien sûr, en disant il faut leur donner à chacun tant de francs. Ça n'est pas ça. Il y a déjà la réparation morale pour eux, que le dossier ne reste pas enfoui, comme ça l'a été pendant plus de 30 ans. Le ressortir, c'est quand même dire aussi qu'on pense à eux, qu'on ne les a pas oubliés et que la République va les récupérer d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui peut être encore fait pour eux, le sera. Oui, mais ça, je suis désolé de dire ça comme ça crûment. C'est beaucoup de paroles pour peu d'actes. Parce que c'est des gens qui vivent des situations qui ne sont pas faciles. Ils ne vont pas se gargariser, mais se satisfaire de ce que, oui, mon dossier est au Hashkroud. Non, la misère, c'est chaque jour qu'on la vit, on se réveille le matin. Vous avez totalement raison. Et ce qui est vrai pour eux, c'est vrai par exemple pour les déflatés du PAS dont je vous ai parlé aussi. D'accord. Alors, en fait, vous dites que pour des gens qui ont tiré en l'air, ceux qui ont opéré la mutinerie, qui ont agressé sexuellement des femmes et qui ont été radiés, vous avez été sensible, vous avez travaillé à ce qu'il y ait des indemnisations, comme on appelle ça, oui, une aide financière. Une aide financière. Des gens ont été formés au maniement des engins lourds, ont récupéré leur diplôme. Ceux-là sont allés sont retrouvés de façon involontaire, comme on appelle ça, chez Fidel Castro, pour se former et revenir servir. Enfin. Donc, en fait, certains découvraient Ouagadougou d'abord pour la première fois, avant de se retrouver de l'autre côté par l'avion. Donc, ça ne marche pas. Le président n'est plus, ils reviennent, on le fait revenir, parce qu'ils ont raconté comment également ils sont revenus. Donc, c'est bon, la révolution continue, c'est tout. Il y en a qui n'ont pas fini la formation, il y en a qui ont fini. Bon, bref, ils sont revenus. Et puis, durant toutes ces années, rien. Maintenant, est-ce que ces personnes, il y en a qui se débrouillent d'eux-mêmes, qui sont installés à leur propre compte, qui se débrouillent. Voilà. Moi, je voulais, de mon point, je m'attendais à ce qu'on dise, pour ces cas, voici ce qui est prévu en termes de facilité d'appui pour eux. Pour ceux qui n'ont pas pu entreprendre d'eux-mêmes, voici ce qui est prévu. Mais là, on ne voit rien. Ça veut dire de réparer ce qui peut l'être. Alors que les autres, c'est un dossier concret avec les séquelles que la République a jusqu'à présent. Ça, c'est vidé. Et ceux-là, je dis bien, ils ont grandi avec ça. Et ils ont ça sur le cœur. Quand vous entendez certains, ils en ont gros sur le cœur. Vous avez géré le dossier, vous savez très bien de quoi je parle. Tout à fait. Vous dites que le dossier tenait bien à M. Bassolé, qui est le président. Donc, il y a un goût d'inachevé dans le traitement de ce dossier. Moi, j'ai cette impression. C'est comme Geoffroy l'a dit, il y a eu beaucoup de paroles, mais à la fin, il y a peu d'actes. C'est en tout cas, de mon point de vue, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Oui, monsieur le juge, votre impression, je l'accepte, je reconnais que vous pouvez avoir cette impression, mais vous pouvez aussi reconnaître que le fait de réveiller le dossier, comme on dit, de faire des propositions pour que les diplômes soient reconnus et de demander à ce que l'on puisse faire ce qui peut encore l'être, parce que tout ne peut pas... Ce qui peut encore l'être là, c'est quoi exactement? C'est ça qui nous intéresse. Mais vous, par exemple, ça vous intéresse. Et le gouvernement à qui nous avons demandé de faire ce qui peut encore l'être va réfléchir sur les possibilités qu'il y a à faire en sorte que, vous avez dit, les cœurs meurtris soient apaisés, que les frustrations qu'ils ont depuis plus de 30 ans soit diminué et aller, si possible, vers la frustration zéro. Vous n'avez pas pu mettre un contenu dans ce qui peut l'être? Pardon? Vous n'avez pas pu mettre un contenu dans ce qui peut l'être? Mettre un contenu, ce serait... Une proposition de contenu. Oui, mais dans ce cas-là, on ne l'a pas mis expressément parce que ce serait limitatif. Alors que ce qui peut encore l'être, il y en a qui réfléchissent beaucoup plus loin que nous. Si vous étiez au gouvernement, comme vous dites, faites ce qui peut encore être pour ces gens-là, il y en a qui proposent des indemnisations, mais c'est bien.
Si vous êtes le gouvernement, que vous proposez une indemnisation, eh bien, si ça peut l'être, nous applaudissons. Pour les militaires radiés et les policiers révoqués, les propositions, qui les a fait? Pardon? Qui a fait les propositions? Lesquelles propositions? Les propositions d'appui à la formation, pour la réinsertion, d'indemnisation et l'appui financier. Qui a fait ces propositions? C'est le Ashkroun qui a... C'est pas un membre du gouvernement. Vous pensez que tout ce que le Ashkroun propose est, j'allais dire, traité intégralement par le gouvernement? Parce que là-bas, vous n'avez pas dit de gérer ce qui peut l'être. Pardon? Vous avez dit concrètement ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas dit, monsieur le ministre de la fonction publique, ou bien le ministre de la sécurité, de la défense, voici les fonctionnaires de police révoqués, les militaires radiés. Je vous ai dit faites ce qui peut l'être. Vous n'avez pas dit ça. Vous avez mis un contenu ici. Dans le cas des étudiants de Cuba, je vous le redis encore, qu'il serait de mauvais goût ou bien très très limitatif de dire donnez-leur 500 000, donnez-leur 10 millions. Non. Et si le gouvernement a qui fait ce qui peut encore l'être, donner en même temps une indemnisation et autre chose. Est-ce que ce serait une mauvaise... Vous aurez mis un contenu. Pardon? Vous aurez mis au moins un contenu. Maintenant, le gouvernement fait mieux. Là, vous allez applaudir, c'est pas le problème. Non, mais le gouvernement, vous savez, le gouvernement, c'est des têtes pensantes. Tout comme vous, parce que certains d'entre vous ont été dans le gouvernement. Donc, ce n'est quand même pas les c'est ce que je suis en train de dire. C'est des grandes têtes pensantes qui sont capables de dire, ils nous ont dit, faites ce qui peut encore l'être. Nous allons nous-mêmes, effectivement, si on entérine leur proposition de faire ce qui peut encore l'être, eh bien, nous allons étudier à notre niveau et voir ce qu'on peut faire pour eux de manière objective. Ok, juge va aller. Oui, parce que souvent, le débat qui se mène sur le Ashkroun, c'est pour le commun des Burkinabés. Hein. Oui. Quand tu le regardes, ils disent, mais il y a le médiateur du Faso, il y a Ashkroun. En tout cas, il y a tellement de gens qui sont dans... Voilà, il y en a tellement qui sont dans... comment arrondir les angles pour que ceux qui se retrouvent à couteau tiré puissent venir autour du même table, puissent trouver une juste solution, qui se disent, bon, quel est votre rôle à la fin? Maintenant, si, dans un dossier comme Cuba, parce que je regarde le dossier des anciens, le Ashkroun est arrivé à la conclusion qu'une telle situation a lésé les jeunes et recommande au gouvernement de prendre des mesures qui puissent réparer le préjudice subi. Il n'y a pas un protocole pour arriver à ça. Le matin, vous m'expliquez le problème des gars de Cuba. 30 minutes après, moi, j'ai cette conclusion-là. J'ai pas besoin de... Je veux dire, on aurait eu des propositions, comme le disait tout à l'heure Bernard, qui soient concrètes, comme on l'a eu dans le cas des militaires radiés, on aurait peut-être compris. Ou bien que peut-être le Ashkroun ne nous dit pas tout. Il y a eu des blocages, il y a eu quoi, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de blocage. Je voudrais dire tout simplement que si vous êtes le gouvernement et que nous disons, messieurs les membres du gouvernement, nous vous faisons la recommandation suivante. Après avoir indiqué quelles ont été les frustrations des étudiants de Cuba, nous arrivons à la conclusion qui est celle que nous vous demandons de faire ce qui peut encore l'être pour que les frustrations de ces étudiants-là soient gommées. On va attendre ça 10 fois. Donc moi j'ai un autre dossier. J'ai un autre dossier. Mais vous allez entendre 10 fois, mais la vérité elle est une. Si vous posez la même question 10 fois, vous aurez 10 fois la même réponse. Je vous écoute. Comme les juges l'ont dit, derrière les 20 000 dossiers individuels, on a des noms, on a des frustrations, on a des victimes. Oui. Alors, vous avez eu l'occasion justement de les rencontrer parce que vous avez traité de ces dossiers-là. Oui. Est-ce que quand vous écoutez ces derniers, est-ce qu'ils sont prêts à aller vers la réconciliation nationale? Finalement, c'est ça le plus important. Il faut tourner la page. Bon, c'est une question centrale, hein, ce que vous dites. Parce que qu'est-ce que c'est que la réconciliation, d'abord? Comment vous la définiriez? Je donne ma définition et puis vous verrez si. La réconciliation, c'est un acte volontaire qu'il faut accompagner. Vous ne pouvez pas réconcilier deux personnes qui n'ont pas décidé d'aller vers la réconciliation. Il y a des embûches. Mais à partir du moment où la décision est faite pour aller vers la réconciliation, eh bien les réconciliateurs, entre guillemets, vont travailler à faire tomber les embûches, les entraves pour que la réconciliation puisse se faire. C'est une des missions du Ashkroun. Qu'est-ce qu'on a dit? Aller à toutes les couches sociales pour expliquer le sens de la réconciliation. Qu'est-ce que c'est? Comment il faut y aller? Et c'est ce que le Ashkroun a fait. Et vous, les journalistes, vous avez participé grandement à ça. Il y a même une plateforme de journalistes, enfin des médias, qui nous accompagnent dans ce domaine-là. C'est ça la réconciliation. Il faut que deux entités
qui veulent se réconcilier soient d'accord pour la réconciliation et que le H-Kroon les accompagne, mais pas le H-Kroon simplement. J'ai fait un clin d'œil à ce que vous avez dit. Pas le H-Kroon simplement, mais toutes les entités qui travaillent pour la réconciliation, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quand vous en avez cité 3, non? Bon, j'ai pas lu le médiateur de Faso, le Conseil pour le dialogue social. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je veux vous dire qu'il y a plus de 70 entités qui sont venues nous voir en disant « Nous travaillons pour la réconciliation ». Mais chacun, malheureusement, parfois, il va avec ses propres chemins. Hein. Mais n'empêche que si le but ultime est le même, nous accueillons cela avec amitié. Et nous essayons de faire en sorte qu'il y ait une synergie qui apporte des réponses à nos questions centrales. Ok. Juge, voilà. C'est vrai que les dossiers ne sont pas médiatisés de la même façon. Et quand je lis le contenu, je me rends compte qu'il y a les députés dont le mandat a été écouté avec l'insurrection populaire, ils sont venus vous voir aussi. Ils ont dit que, au regard du fait que ça ne soit pas arrivé à terme, en tout cas, il y a eu des conséquences et qu'ils auraient bien voulu qu'on revoie cela. Oui. Et c'est un problème administratif qui a été posé, vous dites. Ça a été réglé comment? Ça a été réglé comment? Le problème des députés de la 5e législature, aussi, effectivement, c'est un dossier très sensible. Mais, heureusement, pour eux, c'est encadré par la loi qui est faite par l'Assemblée nationale et ils sont de l'Assemblée nationale. Donc, des démarches auprès de l'Assemblée nationale vont permettre de régler ce problème-là. Parce que je crois qu'il y a des lois, si je ne m'abuse, qui disent le député, quand il doit avoir une indemnité de départ, de fin de mandat, etc. Si c'est le cas, ben que la loi s'applique. Mais ils vous ont demandé quoi concrètement? Pardon? Ils ont demandé quoi? Qu'est-ce qu'ils demandaient? Il y a déjà ça. Hein? Ils ont demandé ça et ensuite ils ont dit aussi que au jour de l'insurrection, il y a eu des voitures brûlées, ça aussi. Eh bien, dans l'investigation, on se dit, était-il à l'Assemblée nationale ou là où il devait être? Là, dans le rapport, là, nous donnons le détail sur ça aussi, pour dire que effectivement, s'il y a eu des dommages qui sont intervenus dans le cadre de leur métier de tous les jours, eh bien, ça mérite un dédommagement. D'accord. Vous êtes éditeur de 5065 dossiers, si je ne me trompe pas. Oui. Vous éclatez en plus de 20 000. Aujourd'hui, il reste combien de dossiers qui n'ont pas été instruits? Dans la corbeille, il reste combien? Ben, c'est ce que je vous ai dit au départ. Je vous ai dit qu'il y a de mémoire comme ça, il y a 10 060 dossiers qui n'ont plus besoin d'investigation. Okay. Ensuite, je vous ai dit que sur la table, en investigation chaude, il y a 471 dossiers concernant le foncier et 155 concernant les entreprises sinistrées. Et ça, c'est pas encore vidé? Non, c'est pas encore vidé. D'accord. C'est en instruction. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle de réconciliation nationale au Burkina Faso. Oui. On a connu la journée nationale du pardon. Il y a un travail qui a été fait par le H-Kroon. Au regard de ce que vous avez eu comme résultat avec le rapport qui a été remis au chef de l'État, est-ce qu'on peut se dire que cette fois, ça sera la bonne? Est-ce que c'est votre conviction, M. Compaoré? Eh bien, c'est non seulement notre conviction, mais je veux dire, si nous n'étions pas convaincus d'aller résolument vers cette réconciliation tant souhaitée par les Burkinabés, eh bien, on rendrait le tablier. Mais nous nous sommes posés des questions que nous croyons être les bonnes afin de trouver les bonnes réponses. Vous avez dit la journée du pardon. La journée du pardon, on peut dire aussi qu'il y a eu même des compensations, des réparations financières. Ces dossiers, certains de ces dossiers se retrouvent chez nous. Et on se demande s'ils ont eu des réparations financières et que ces dossiers se retrouvent de nouveau chez nous. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ce qui n'a pas fonctionné, c'est l'implémentation du triptyque vérité, justice, réconciliation. Si vous avez perdu un parent, qu'on vous dit, écoutez, on va vous donner 500 millions. Est-ce que vous avez la vérité? Est-ce que sans la vérité, ces 500 millions peuvent, j'allais dire, effacer ce que vous avez dans le cœur du triste? Donc il y a des choses qui ont manqué.
parfois c'est la vérité qui a manqué. Parce qu'il y a certains qui vous disent, j'ai perdu quelqu'un qui m'est cher, on ne peut pas l'acheter. Quel que soit ce que vous proposez, ça ne va pas remplacer mon parent. Ce que je veux, pour que mon cœur s'apaise, c'est la vérité. Et parfois, cette vérité n'a pas été dite. Et si elle n'est pas dite, la question n'est pas vidée parce que la frustration demeure. Alors, quand on regarde aujourd'hui l'ampleur des dossiers, vous avez cité un peu les nombres de dossiers traités, ceux qui sont encore en instance de traitement. Oui. Alors, d'aucuns estiment que vu ce qu'on a en termes de dossiers, il faut aller vers une justice transitionnelle. Alors, vous qui avez vu le fond des dossiers, est-ce que c'est une option envisagée ou bien vous pensez, comme certains, qu'il faut aller vers la justice classique? Merci. C'est l'occasion pour moi de dire que la justice classique ne s'oppose pas à la justice traditionnelle. Ça ne s'oppose pas. Voilà. Je vais vous dire une chose qu'on répète souvent, les journalistes le savent très bien. En Afrique du Sud, Desmond Tutu, quand il a conduit une institution semblable au Ashkroun, des gens avaient été tués. Et le général Malam, dont on sait qu'il a fait des exactions, était appelé en justice. Mais aucun document ne pouvait en justice l'accuser. Finalement, la justice transitionnelle qui a interrogé son cœur et il a reconnu sa culpabilité. Voilà un peu comment, je ne dis pas que ça se chevauche, mais que ça s'accompagne. Justice transitionnelle et justice classique. Ça ne s'exclut pas. Donc pour vous, il faut explorer les deux options. Tout à fait. D'accord. D'autant plus que tout à l'heure, je me rappelle quand vous avez commencé, maître, je ne sais pas si comme ça on peut vous appeler. Monsieur le juge. Quand vous avez commencé en parlant de Napoléon, oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'il y a des choses provenant de lui qui sont encore dans nos pays. Oui. Notre code, la justice classique d'aujourd'hui, fonctionne sur quoi? En gros. Eh bien, ça fonctionne sur les codes napoléoniens. Ce qu'il faut faire, puisque nous avons fait le tour du Burkina pour consulter les us et coutumes de nos terroirs, c'est adapter cette justice-là à nos propres us et coutumes. Voilà. Parce que, moi je vous dis la chose suivante. Quand vous avez parlé avec beaucoup de déplacés, c'est-à-dire du manque de paix, des terroristes. Et moi je dis la chose suivante, si on veut faire tomber un pays, une république, on peut le faire avec des fusils, mais on peut le faire autrement. Et c'est plus efficace, c'est-à-dire qu'il faut détruire son éducation. S'il n'y a pas d'éducation, le pays tombe. Il n'y a pas de nation. C'est pour ça que dans nos déplacements, nous, et même dans les recommandations des personnes que nous avons croisées, c'est de dire revenons sur l'éducation. Essayons de faire en sorte que nous sachions clairement quel type de Burkinabé nous voulons former pour l'avenir. Il faut rêver, il faut avoir une vision. Je me rappelle la vision de Martin Luther King et aussi la vision du Ashkroun, qui est de vivre ensemble dans la vérité, la justice, au sein d'une nation réconciliée avec elle-même. Et pour faire cela, il faut faire une éducation conséquente. Quand les élèves brûlent un drapeau par-ci, cassent par-là, pourquoi cette incivilité? Enfin, d'accord. C'est intéressant ce qu'il dit parce que ça ressort même dans les recommandations. Quand vous voyez aux autorités politiques, la 4e recommandation, l'éducation des jeunes aux valeurs endogènes, la restauration et la promotion de nos valeurs traditionnelles. Mais je continue. Aux autorités religieuses, coutumières et traditionnelles, par exemple, vous dites une contribution active au retour des valeurs traditionnelles. Mais avant, vous parlez d'une large implication des autorités religieuses, la chefferie coutumière et traditionnelle dans la sensibilisation au processus de réconciliation nationale. Et il y a un point qui m'intéresse sur cette question-là. Je veux savoir qu'est-ce qui a motivé que vous recommandiez cela, une dépolitisation de la chefferie coutumière et traditionnelle pour qu'elle demeure le garant des diversités socio-culturelles et de cohésion de leur sujet. Tout simplement parce que nous avons observé, et peut-être vous aussi, que dans certains villages, un chef de village se dit, je suis de tel parti, et par obéissance, vous avez un chevauchement des us et coutumes. Puisque le chef vote pour tel parti, est-ce que de manière insidieuse ou de manière très claire, il n'invite pas tous ces sujets à voter pour ce même parti-là?
disons, il y a un problème. Si le chef était totalement dépolitisé, eh bien, ce serait la meilleure façon de rassembler tous ces sujets, au lieu de les orienter, j'allais dire, même de manière non formelle. La dépolitisation, c'est ça. Il ne faut pas qu'il... je suis chef de village et je suis en même temps chef politique. Et je vais demander à mes sujets, est-ce que ce que le chef est en train de dire, c'est pas pour que je serve sa chapelle politique? Il y a problème. Il faut dépolitiser d'une certaine façon. Cela ne veut pas dire que le chef n'a pas le droit d'être dans un parti politique. Il est citoyen. Mais dépolitiser, ça veut dire qu'il peut, j'allais dire, garder ça pour lui-même et ne pas être le porte-drapeau dans son village d'un parti donné. D'accord. Juge Bourman. Alors, dans le sens de la collaboration Ashkouroun au Conseil du dialogue social, médiateur du FASO, est-ce qu'il vous est arrivé de transférer certains dossiers à ces entités-là? De mémoire comme ça, le chargé d'investigation de la commission 1 aurait pu répondre très clairement à cette question. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des dossiers dont nous avons dit que ça n'est pas vraiment de notre ressort immédiat. Il est mieux que ce soit réglé par le médiateur du FASO et ces dossiers ont été remis là-bas. L'inverse ayant été fait aussi. D'accord, ok. Voilà. En tout cas, nous sommes... Oui, allez-y. Non, je voulais simplement dire. Parce que je reviens sur les valeurs de nos us et coutumes. Parce que je ne peux pas m'empêcher de parler de ça en tant que professeur. Vous allez dans les établissements et dites, nous éduquons à toutes les valeurs. Venez avec vos enfants, nous les éduquons à toutes les valeurs. Mais quelles sont, quand on demande au chef d'établissement, à quelles valeurs éduquez-vous? On se gratte la tête. Et moi je dis, j'ai été formateur de formateurs, je dis les valeurs, et puis c'est comme des enveloppes. Regardez comment il est beau. C'est une valeur personnelle. C'est pas quelqu'un qui lui a dicté de porter la cravate, de porter des habits propres. Valeur personnelle. Mais la valeur interpersonnelle aussi, c'est quand quelqu'un n'a pas de bic, ne serait-ce que dans une classe, et l'autre qui donne à son copain, c'est la valeur de la gratuité. C'est une valeur interpersonnelle. Le respect. Et surtout, l'éducation dès le bas âge. Je vais vous compter pour terminer. L'éducation, il faut retourner à la base du mot. Vous connaissez Télémaque? Télémaque, c'est dans Ulysse, le héros grec qui est parti à la guerre et qui a laissé son fils Télémaque. Mais malheureusement, un enfant ne s'éduque pas tout seul, il ne s'adultise pas tout seul. Il faut toujours quelqu'un pour l'accompagner. Et c'est là qu'est venu le terme mentor. Et c'était un nom propre au départ. C'est mentor qui a éduqué, qui a conduit vers les Lumières le fils d'Ulysse. Et c'est devenu un terme. C'est son mentor, c'est son mentor. Nos enfants, il faut qu'il y ait des mentors. Il y a des pays où, je vous raconte ça, un enfant qui pleurait dans son berceau. Quand on a mis l'hymne national, il s'est levé, il s'est arrêté de pleurer jusqu'à ce que l'hymne national finisse et il se recouche, il recommence à pleurer. Ça signifie quoi? Eh bien, quand on éduque les enfants dès le bas âge vers ce que nous souhaitons qu'ils deviennent, eh bien, ils le deviennent effectivement. Sinon, si nous laissons l'éducation à volo, nous coulons nous-mêmes notre pays. D'accord. Merci pour ces différentes recommandations-là. Je rappelle que vous êtes Jérôme Compaoré, rapporteur général du Ashkouroun. Avec vous, nous avons parlé du bilan, surtout du rapport général 2016-2021 qui a été remis au chef de l'État. Alors, nous avons parlé du contenu de ce rapport-là, des dossiers qui ont été élagués et les dossiers qui sont en instance de traitement. Alors, vous l'avez dit, le mandat, lui, il est terminé, mais la mission demeure toujours. Voilà pourquoi nous avons pu, en tout cas, avoir quelques pistes de réflexion. Nous allons vous dire merci. Peut-être vous recevoir une prochaine fois pour rentrer beaucoup plus dans les détails. Merci aussi, messieurs les juges, pour les différentes clés de lecture. Quant à vous, chers téléspectateurs, on vous dit merci pour la fidélité. On se retrouve demain pour la dernière convocation avec le même objectif, poser un regard critique sur l'actualité. Excellente journée et restez fidèles aux médias leaders True TV et Watt FM. Merci.